Donc je vois on est presque bon, donc je vais commencer. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yohann Salé. J'ai rejoint la CIDI il y a un peu plus de 2 mois maintenant en tant que responsable de la performance sociale et environnementale de l'organisation. Je suis très content d'être là avec vous, entouré de nos invités. J'ai cherché longtemps en fait une petite façon d'introduire cette table ronde et figurez-vous que c'est ma fille hier qui me l'a donnée. Elle a 4 ans, j'ai été la chercher au périscolaire à 18h30. Autant vous dire que c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout, hein, le périscolaire. Elle est sortie de là avec une tête d'enterrement et elle m'a regardé, elle m'a dit « Papa, est-ce que tu as un truc à croquer ?» Eh ben, figurez-vous qu'heureusement j'avais un petit bout de chocolat pour elle et je savais qu'une fois qu'elle l'aurait mangé, elle aurait oublié les difficultés de sa journée. Et c'est pour dire, au-delà même de ce truc un petit peu anecdotique que je vous partage, à quel point le chocolat est sans doute une des denrées qui mobilise le plus l'imaginaire et les sens des petits et des grands dans le monde entier. Évidemment, pour faire du chocolat, l'ingrédient au cœur, c'est le cacao. Et le cacao, aujourd'hui, c'est 5 millions de tonnes qui sont produites chaque année, rendez-vous compte. 5 millions de tonnes qui sont produites dans le monde et des millions de personnes qui sont mobilisées en fait, pour sa production. Le cacao, c'est également une filière qui concentre en fait beaucoup d'enjeux sociaux et environnementaux tels qu'on les connaît, que ce soit la question d'une rémunération juste en fait pour le producteur, des questions de déforestation, des questions de pollution des sols ou encore des questions de travail des enfants. Tous les grands enjeux socio-environnementaux du monde en fait se concentrent sur cette filière. Les personnes qui sont avec moi aujourd'hui en parleront bien mieux que moi, en l'occurrence, puisqu'ils sont non seulement mobilisés en tant que producteurs de cacao, en tant que partenaires privilégiés d'un certain nombre de coopératives dans le monde, mais également engagés au-delà même de leur expertise personnelle. Donc à ma gauche, nous avons Madame Assata Doumbia, qui est présidente du conseil d'administration d'ECAM en Côte d'Ivoire. À côté d'elle, il y a Monsieur Ali Johnny Josephi, qui est le DG du CLS, une union de coopératives de producteurs de cacao à Madagascar. À sa gauche, M. César Paz, qui est membre fondateur de la coopérative Morandino au Pérou, qui est également président d'un label de commerce équitable qui s'appelle SPP, Producteurs Paysans. Et enfin, le plus loin de moi, M. Christophe Eberhardt, qui est cofondateur d'Ethicable, que je pense une bonne partie d'entre vous connaît bien, d'abord on a eu la chance de déguster des produits Ethicables aujourd'hui. Et ça, c'est important, puisque vous voyez, d'une part, finalement, avec ces produits, vous voyez la réalité du résultat du travail des personnes qui sont assises à côté de moi. Et cette société, qui est une SCOP, donc Société coopérative de production, donc c'est un statut d'économie sociale et solidaire en France, très engagé afin d'essayer de faire évoluer la filière donc de production du cacao. Et M. Eberhardt, lui, est en charge de la relation avec les organisations de producteurs, en particulier, du développement de nouvelles filières et le développement de produits au sein de Ethicables. Et alors, on ne peut pas parler de cacao sans parler de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 40% de la production mondiale du cacao. C'est plus de 4 millions de personnes qui sont mobilisées dans la production. C'est 10 à 15% du produit intérieur brut du pays qui est lié à la filière de production du cacao. Et pour parler du cacao en Côte d'Ivoire, je passe la parole donc à Madame Assata Doumbia, donc qui pourra nous parler un petit peu d'ECAM et également des enjeux de l'organisation. À vous, du coup, Assata. Bonjour. Bonjour à tous. Merci bien, John, de nous avoir présenté et surtout de parler de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire, le premier producteur de cacao dans le monde. Et ECAM, qui est notre organisation, qui est une coopérative agricole, l'une des coopératives les plus vues en Côte d'Ivoire. En fait, on est la première coopérative nationale depuis 2020, la meilleure coopérative nationale lors de la GNCC, quand on a fait la GNCC, c'est la journée du cacao et du chocolat. Pour présenter la coopérative, nous sommes à ce jour
plus de 3000 producteurs. Nous travaillons sur plus de 12 000 hectares de terre et notre production est de 8 000 tonnes. Donc, c'est la coopérative fait, comme on appelle ça, la Côte d'Ivoire fait plus de 2 millions. Nous sommes à 8 000 tonnes de cacao que nous produisons. La coopérative ECAM a évolué au fil du temps avec des partenaires. Nous avons, d'abord pour pouvoir parler de cette évolution, je vais la faire avant la CIDI et comment nous avons fait pour rencontrer la CIDI. D'abord, nous étions plus de 1400 producteurs et nous vendons notre cacao à un seul exportateur. Les exportateurs, c'est des sociétés à qui nous vendons notre fève de cacao, qui sont là, les fèves de cacao, voilà, qui sont là. Nous vendons ces fèves de cacao après traitement par ces petits producteurs, plus de 1400 producteurs. Donc, on vend ces fèves-là à des exportateurs. Et ces exportateurs, très vite, on s'est rendu compte que ce sont des sociétés qui faisaient beaucoup de bénéfices au détriment des petits producteurs. Nous sommes créés, la coopérative est créée en 2004 et de 2004 jusqu'en 2018, on était vraiment très dépendants de la commercialisation des intérêts des exportateurs. Et du coup, au moment où la production commençait, c'est dans le mois d'octobre, au moment où la production commençait, les exportateurs ne donnaient pas de crédit, ils ne donnaient pas de l'argent pour pouvoir acheter notre cacao et les producteurs étaient très vulnérables. Pour envoyer les enfants à l'école, pour pouvoir se nourrir, c'était vraiment difficile. Donc la coopérative ne pouvait pas faire face à ces difficultés-là et du coup, les producteurs pouvaient aller vendre leur cacao à des acheteurs ambulants et qui faisait que la coopérative, cette action faisait que la coopérative était toujours vulnérable. Et quand on a rencontré la CIDI, à travers notre réseau du commerce équitable, on a expliqué exactement ce que nous vivons et comment on était à la merci des exportateurs. Et la CIDI est venue vers nous pour comprendre un peu notre manière de travailler. Et cette manière, non seulement les producteurs n'avaient pas confiance à la coopérative, malgré que c'est un groupement de producteurs, ils n'avaient pas confiance à la coopérative parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir payer leur production. Et en plus de cela, on avait des difficultés logistiques pour pouvoir faire sortir les fèves de cacao dans les plantations. Donc, la coopérative tombait. Donc, je pense que c'était le moment avant, comment on appelle ça? Avant la rencontre avec CIDI. Avec la rencontre avec CIDI. Donc CIDI qui a apporté finalement un prêt de campagne, donc qui permettait d'apporter de la liquidité donc à l'ECAM, justement, pour pouvoir financer et accompagner les producteurs. Exactement. La production de cacao en Côte d'Ivoire est assez particulière à Sata, parce que, dites si je me trompe, mais ce ne sont pas les propriétaires des terres qui exploitent les terres, en fait. Comment ça se passe? Vous nous en dire un peu? C'est assez intéressant cette question quand vous la posez, parce que, en fait, le cacao se produit dans la zone forestière en général. Donc, quand on dit il ne faut pas couper les arbres parce qu'on ne veut pas produire du cacao, mais le cacao produit dans la zone forestière. Et cette zone forestière, en général, il y a ce qu'on appelle les autochtones, c'est-à-dire que ceux à qui la terre appartiennent. Et puis maintenant, ceux qui y travaillent, qui sont peut-être des Ivoiriens ou pas, mais qui viennent dans ces zones-là pour pouvoir planter du cacao. En général, ils ne sont pas instruits et ils n'ont pas d'intérêt d'attache dans ces plantations-là. Donc, ils viennent, ils coupent les arbres et ils vont planter le cacao. Mais il n'y a pas de document en face. Donc, en général, c'est des discussions de propriétaires ou bien c'est des contrats verbaux entre le propriétaire de la terre et celui qui va planter le cacao.
Et malheureusement, depuis quelque temps, on se rend compte que ces producteurs à qui la plantation appartient depuis 40 ans, ils n'ont pas de foncier, ils n'ont pas de documents fonciers. Donc, ça crée beaucoup de conflits dans la zone. Oui, cette absence de documentation, donc de contrat entre les producteurs et les propriétaires des terres sont à l'origine des tensions, enfin en partie, qu'a connu la Côte d'Ivoire ces dernières années. Donc c'est dire à quel point c'est quelque chose d'important et structurant. Effectivement, cette tension, effectivement, c'était l'une des causes. Il y a eu plusieurs causes, il y a des causes politiques, mais les documents, pardon, l'occupation de la terre et le fait d'avoir un foncier est vraiment un des grands conflits et qui existe encore, toujours. Parce que dans la coopérative, à ce jour, comme je l'ai dit, on est 3000 coopérateurs. Et il y a toutes les ethnies dedans. Il y a les propriétaires de terrain, des terres, il y a des autochtones et il y a des étrangers. Mais à chaque fois que la coopérative à qui aujourd'hui les producteurs ont confiance, à chaque fois qu'on entame cette discussion de propriétaires terriens, de documents, ça crée tout de suite des tensions. Donc la tension est toujours là. Mais l'État de Côte d'Ivoire essaye d'harmoniser cela, mais encore, ils ne viennent pas pour communiquer réellement avec nous. Mais ce que nous avons, et je partageais aujourd'hui avec vous, ce que nous apprécions avec la CIDI, c'est que au-delà de nous prêter de l'argent, la CIDI va plus loin. Et aujourd'hui, la CIDI s'attache, nous met en connexion avec des ONG qui viennent nous aider à travailler sur ce domaine-là, parce qu'ils sont plus experts à communiquer, à faire les plaidoiries pour que certains producteurs acceptent aujourd'hui d'avoir leurs documents fonciers. Donc, en plus, une ONG qui s'appelle ASAPSI, qui s'avère être un partenaire du CCFD, donc, effectivement, qui travaille dans une logique de pacification dans les relations dans les villages, à la formalisation des contrats, ce qui est favorable aussi à la capacité d'investir des exploitants des terres qui seront plus à même finalement de décider de planter des arbres sur des terres, sachant qu'ils n'ont pas le risque que le propriétaire décide de les arracher l'année d'après. Et ça, c'est évidemment extrêmement important dans une logique de gestion durable de la production du cacao. Effectivement, l'une des problématiques aujourd'hui de la loi européenne, c'est zéro déforestation. Et nous-mêmes, nous sommes victimes du changement climatique. Moi, en 2015, par exemple, nous avons constaté un grand changement, comment on appelle ça, du changement climatique, pardon. Nous avons assisté à un grand changement de changement climatique où il y a eu tellement la sécheresse qu'on a perdu une grande production. Et on a compris qu'effectivement, planter des arbres, amener à faire de l'agroforesterie, c'est l'un des avantages qu'on a. Mais la terre sur laquelle on va travailler, réellement, on travaille sur la terre, mais malheureusement, la terre ne nous appartient pas. Donc, le propriétaire peut venir à tout moment nous arracher ces plantations-là, ou même, il y a des personnes, des forces de l'ordre, ou bien des forces plus grandes que nous, quand on plante ces arbres-là, qui viennent et qui veulent couper ces arbres que nous avons plantés et que nous voudrons changer, comment on appelle ça, changer notre manière de cultiver. Donc, les arbres ne nous appartiennent pas, la terre ne nous appartient pas. Donc, ce projet avec ASAPSU va nous permettre d'avoir notre titre foncier. Et dès qu'on a le titre foncier, ça peut nous permettre d'être propriétaire de la terre et on peut vraiment suivre toutes les recommandations que l'Union européenne nous demande aujourd'hui pour pouvoir acheter notre cacao. Merci. On voit l'importance du long terme, en fait, pour réconcilier les enjeux sociaux et environnementaux. Elles sont très bien explicitées à travers finalement une approche qui vise à pacifier. On va générer du long terme. Et on espère réussir à générer des bénéfices aussi bien économiques qu'environnementaux à ces endroits. Peut-être, Johnny, je vous passe la parole. Le temps long, c'est quelque chose dont on comprend l'importance. UCLS est un partenaire ancien de CIDI, puisque c'est depuis 2010, je crois, plus de 10 ans en tout cas, que CIDI accompagne UCLS. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelques mots sur cette coopérative, union de coopératives de producteurs à Madagascar,
en quoi elle est différente des autres organisations qui produisent du cacao à Madagascar, et comment est-ce que vous accompagnez vos membres? Oui, merci d'avoir passé la parole. Vous connaissez un peu l'histoire de métamorphose d'un papillon, depuis la chenille jusqu'au papillon comme ça. C'est à peu près l'histoire de l'ICLS. Sortant de son tout petit nid, chercher à manger, et c'est comme il avait des petits producteurs qui cherchaient à vendre leur cacao à des collecteurs à prix très bas. Sachant qu'à Madagascar, il a des coopératives, il a deux façons de travailler, soit de façon coopérative, association, soit il a des entreprises coloniales, des grosses sociétés qui ont des plantations et qui exportent aussi leurs fèves de cacao. Donc en 2006, ces petits producteurs-là essaient de chercher d'autres marchés, essaient de commercialiser leurs produits avec des prix rémunérateurs. Et les papillons, ils vont les jours quand les conditions extérieures sont favorables. Il y a le soleil et l'humidité. Et c'est en 2009 que le soleil commence à s'élever grâce à les câbles qui sont arrivés à faire une relation commerciale avec ICLS. Et là, les petits producteurs commencent à avoir des prix plus rémunérateurs et d'exporter en 2010 un conteneur de 12 tonnes. On avait 19 coopératives qui se réunissent, qui forment l'ICLS. Et c'est en 2013, 2010, 2013 qu'il a l'humidité, c'est la CIDI. Et après la collaboration avec ICLS, avec CIDI, on a doublé l'exportation. En 2013, on allait jusqu'à 2 conteneurs de 40 pieds à 50 tonnes. Cela a augmenté jusqu'à 2019, 2020, 2021. On a la moyenne de 300 tonnes d'export. Donc, ça donne des effets économiques au niveau de la région de Sambran. Actuellement, nous avons 22 coopératives de base avec 456 producteurs membres, qui a 2347 familles. Et la UCLS aussi actuellement des staffs techniques composés de 42 employés en contrat indéterminé, avec 137 familles aussi. Et toutes ces familles-là dépendent de l'UCLS pour vivre. Et c'est grâce à CIDI que nous, on continue à faire des exportations à gros volume. Et aussi, ça a aussi des impacts, non seulement au niveau économique, mais du social et écologique aussi. Et CIDI vous a accompagné dans le renforcement de la gestion de cette organisation, dont on comprend bien qu'elle a grandi rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, c'est la CIDI a un projet innovant et aussi c'est ce que l'ICLS a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que actuellement, CIDI a mis en place la gestion financière de l'ICLS, en fait. Tout ce qui sont des gestions budgétaires, commence à la conception jusqu'au contrôle budgétaire. On a mis en place de tout ce qui est les indicateurs pour piloter, pour faire les suivis et les contrôles financiers. Et ça a un impact positif sur l'ICLS, sur la gestion de tout ce qui est trésorerie, et non seulement la trésorerie, mais la gestion d'approvisionnement et la gestion des stocks de l'ICLS. Et l'impact pour ça, c'est que l'ICLS actuellement arrive à prendre en charge les mutuelles santé de ces 2000 plus de familles. On prend en charge actuellement tout ce qui est consultation médicale, les soins médicaux, tout ce qui est diagnostic et les opérations médicales. Donc, c'est bien d'avoir dans une petit producteur qui est situé dans plus de 60 km dans une ville, même les motos n'arrivent pas à atteindre ces places-là, et ils ont des mutuelles de santé actuellement.
Non seulement ça, mais si on aussi arrive à prendre en charge les scolarisation des enfants, et la plupart des enfants des non-membres des producteurs actuellement, ils vont aller jusqu'à l'université grâce à cette relation-là. Excellent, bravo. Et on sait à Madagascar à quel point la santé coûte cher, donc on comprend aussi la valeur de permettre à tous ces petits producteurs d'accéder à une mutuelle de santé. Les services financiers sont extrêmement importants et peut-être César, je peux vous interroger sur la façon dont Norandino mobilise en fait ses membres. Peut-être la façon aussi dont ses membres voient Norandino. Est-ce que Norandino appartient à ses membres? Comment est-ce que vous décririez ça? Bien sûr, Norandino es una cooperativa que se sitúa au nord du Pérou, à côté de l'Équateur. Et se parle de petite production. Un producteur moyen, il y a 1,5 hectare, maximum 2 hectares. Et ça veut dire une production familiale. Mais comment nous arrivons à vendre la production? Ça veut dire qu'on doit travailler pour... c'est possible parce qu'on travaille ensemble. Norandino s'est créé il y a presque 28 ans et avec 200 membres. Maintenant, Norandino, il y a 7000 familles. 7000 familles. Et d'abord, on a commencé pour la production, pour améliorer la production de café et chercher le marché pour le café. Et je viens d'une région, de mon petit village, tous vivent de la petite agriculture. Et vous savez, la principale préoccupation du producteur, c'est où va vendre sa production et à quel prix. C'est la principale préoccupation. Je pense qu'ici en France, c'est pareil, mais une autre dimension. Mais le producteur cherche à avoir un bon prix parce que, vous savez, il y a des enfants que nourrir pour l'éducation et surtout pour la santé, parce que dans mon pays, il n'y a pas de l'État fort pour garantir les services d'État pour la santé. Le producteur dit, ouais, je dois trouver un marché, je dois trouver un bon prix. Et c'est pour ça qu'on a créé Norandino. On a créé Norandino justement pour chercher le marché. Et je suis content de partager la table ronde avec Eticable, parce qu'avec Eticable, il y a, avant que même qu'existe Eticable, je connais et j'écoutais, on doit travailler, on doit se battre pour que les petits producteurs vivent dignement de la terre. Et c'est ça. On dit, bien sûr que le producteur doit vivre dignement de la terre. Et pour ça, il doit trouver un bon prix. Et petit à petit, on a développé l'organisation. Et maintenant, Norandino, il y a des clients partout. Mais je pense que le principal client que nous avons, c'est Eticable. Et après, Eticable, c'est notre lettre de présentation pour trouver notre acheteur. Parce que l'autre acheteur dit, ah, tu vends à Eticable. Ah, je suis sûr que tu produis la qualité. J'aimerais de faire des business avec toi. Et c'est comme ça. Maintenant, on vend à un autre acheteur ici, à notre entreprise aux États-Unis, d'Allemagne et Pays-Bas. Et aussi, on a monté une usine pour traitement du café. Nous avons une petite usine, avec une petite usine, maintenant une grande usine de café qui processe presque le 10% de la production du pays. Et après, le producteur de café dit, tu sais, ici, il y a des cannes à sucre aussi. Pourquoi on cherche le marché pour le sucre, pour la canne? Avant, le producteur dit, on peut vendre l'eau de vie, l'alcool. Mais il dit, tu sais, c'est difficile de vendre l'exportation de l'alcool, mais on peut chercher le marché pour le sucre. Et c'est comme ça que nous arrivons à démarrer la production de sucre artisanal. Donc c'est une demande en fait des producteurs. Donc Norandino finalement s'est adapté à la demande de ses membres. Exactement. Le producteur dit, tu vois, il y a des cannes à sucre ici, on doit chercher le marché. Et c'est ça que Norandino, ce n'est pas un objectif. Norandino, c'est un outil. C'est un parapluie des producteurs pour se défendre del problème del bas prix, del prix bas, pour trouver le marché et surtout pour soutenir la relation à long terme.
En parlant de long terme, là, vous m'aviez dit, César, là, que quand vous avez commencé, vous étiez le seul agronome, c'est ça? Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont... Oui, et c'est notre... L'évolution de Norandino, il y a presque 28 ans. Il y a un travail qui s'est fait. Je pense que c'est amélioré de différentes manières la situation des jeunes. Et d'abord, le producteur commence quand il y a des bons prix, quand il y a un marché assuré, le producteur travaille tranquille. Dit, ah, c'est la coopérative c'est mon coopérative qui se charge de trouver le marché, elle peut produire mieux. Et quand elle produit mieux, même je fais l'analyse, le producteur a doublé la productivité par hectare. Même si elle a doublé la productivité par hectare, elle vend un bon prix. Qu'est-ce que ça permet, le bon prix? D'abord, d'améliorer la terre. Le producteur connaît que sa vie, c'est mieux quand la terre, elle est bien. Et pour ça, doit faire la production bio. Nous avons déjà 28 ans de production bio, de certification et éthicable. Et la production bio, qu'est-ce que ça veut dire? Planter des arbres, tu ne peux pas utiliser les engrais chimiques, ça veut dire que donner la vie à la terre. Et si le producteur donne la vie à la terre le donne la vie aussi. Et la production augmente. Et quand il y a un peu plus de production, le producteur dit, quel est le plus important pour le producteur à la campagne? Le producteur, le plus important, je pense que c'est le même envie de le vôtre, c'est l'éducation des enfants. La plus grande économie que fait le producteur à la campagne, c'est l'éducation des enfants. Quand j'ai commencé, je suis le seul ingénieur, je suis technicien qui travaille pour créer, pour parler, pour améliorer la production, pour améliorer la qualité et tout. Mais je suis le seul ingénieur. Et il y a beaucoup d'amis que maintenant, ces enfants sont diplômés. Quand on me demande qu'est-ce qui est le plus important des résultats qu'a fait Norandino il y a de 28 ans, je dis, pour moi, c'est l'éducation. Parce que maintenant, il y a des enfants qui habitent dans la ville, qui travaillent, qui commencent à envoyer l'argent à ses parents. Et les enfants disent, mon père, ici dans la ville, il y a des maisons plus jolies que la mienne, commence à améliorer la maison. Et comme avant, la famille dépense l'argent de l'éducation, maintenant, c'est fini ça. Ça commence à améliorer la maison, ça commence à améliorer la qualité de vie. Le producteur est plus tranquille. Et je peux te témoigner aussi. On fait un voyage avec Sidi il y a 1-2 mois avant. Je suis revenu dans un village que j'ai commencé à travailler. Je suis surpris parce que les villages avant, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Maintenant, c'est un petit forêt partout. C'est grâce au travail que se fait pour la production bio et parce que le producteur, il y a un prix assuré et un marché assuré. C'est ça le plus important, je pense, du travail de las coopératives. Et à quoi sert le financement solidaire ou l'argent qu'on reçoit? Quand l'organisation reçoit l'argent, elle peut assurer à la famille, avant de la récolte, le producteur, il n'y a pas d'argent, l'organisation, elle est là, je te donne l'argent pour que tu peux acheter la nourriture, la fourniture scolaire. Et comme ça, le producteur, il ne vend pas à l'avance sa production. Le producteur garde. Parce que s'il n'y a pas d'argent, comme passe de notre village qui ne sont pas organisés, le producteur, il vend la production à prix bas, même 20-30% de moins. Et c'est clé le financement que reçoit la coopérative, parce que justement, évite que le producteur perde l'argent, que garde la production et en plus la valorise à bon prix al marché éthicable et bio.
Donc vous faites référence là donc à ce qu'on appelle des prêts de campagne, hein, en fait, hein, donc ce que Sidi fournit à de très nombreuses organisations de producteurs, hein, dans le monde, donc qui permet encore une fois, là, comme Assata l'avait évoqué également avant, aux producteurs d'avoir un peu d'argent disponible, hein, ce qui leur permet de gérer mieux le temps. Hein. On voit l'importance du temps encore aussi dans ce que vous évoquez, César, ce temps long, cette confiance qui se bâtit avec le temps, et cette volonté ainsi de créer de la valeur ajoutée, de diversifier aussi les créations de valeur ajoutée à travers les autres débouchés que vous proposez, vous évoquez. Ah oui. Et exactement. Pour la production de canne à sucre, on a besoin d'une petite usine pour produire la sucre artisanal. On a copié le modèle de la Colombie. La Colombie, c'est plus avancé que nous de la production de sucre, de la panela. Il appelle la panela. On a copié la manière como il produit. Et maintenant, nous avons 60 petites usines. En chaque petit village à la montagne, il y a une petite usine de production de sucre. Mais, comment c'est possible qu'une région qui produit de l'alcool, il n'y a pas de niveau d'hygiène, de qualité, maintenant, sont capables de produire la sucre à un niveau de qualité très haut, que même se prépare directement dans notre usine à Piura et se vend directement ici avec la relation avec Eticable dans les supermarchés français, dans d'autres pays, dans les supermarchés de l'Italie. Ça veut dire que le producteur est capable de produire la qualité, surtout s'il reçoit un bon prix. Et vous savez, avec la production dans chaque petite usine, on crée beaucoup d'emplois. En chaque petite usine, on travaille en moyenne 15 fils de producteurs qui maintenant sont techniciens de la production de sucre. Ça veut dire qu'on gère l'emploi de presque 1000 jeunes à la campagne. C'est colossal, hein. Je pense que vous vous en rendez compte. Et donc, cette question de la création de la valeur ajoutée, c'est la question du partage aussi de la valeur ajoutée, évidemment, avec les producteurs et au cœur, hein, de ce que fait Norandino et les autres acteurs ici. Christophe, peut-être je peux vous passer la parole, parce que ce sujet également, la diversification des débouchés, de la création de valeur ajoutée et du partage de la valeur avec les producteurs, c'est un peu au cœur de la raison d'être d'Eticable. Est-ce que je me trompe? Oui. La raison d'être d'Eticable, c'est le commerce équitable avant tout. C'est comme ça qu'on s'est créé, parce que là, tout le monde parle, finalement, tout le monde a un peu parlé du commerce équitable, c'était un peu sous-jacent. Nous, on s'est constitué il y a 20 ans, on a créé donc une SCOP, vous l'avez dit, ça c'est quand même le premier élément qui nous caractérise, qui est un choix fort. Voilà, on est une entreprise de l'économie sociale. La spécificité de la SCOP aussi, c'est, quand je dis que c'est un choix fort, c'est parce que vous savez que le capital ne se revalorise pas, et lorsqu'on crée une SCOP, parce qu'on était le cas comme ça avec 3 amis à avoir créé une SCOP, avec la volonté de s'inscrire vraiment dans l'économie sociale et pour être un outil au service du commerce équitable, lorsqu'on a créé cette SCOP il y a 20 ans, on a admis que plus tard, on partira à la retraite et on ne vendra pas forcément notre entreprise en faisant de plus-value, puisque dans le cas d'une SCOP, lorsqu'un salarié sociétaire quitte la SCOP, il repart avec le capital qu'il a mis au départ, sans revalorisation de ce capital, ce qui permet d'avoir un outil qui soit pérenne et qui puisse être transmis aux successeurs. Donc on est une SCOP, on fait du commerce équitable, on fait du café, du chocolat. Le chocolat représente du thé, du sucre, des jus de fruits, vous les avez connus. Le chocolat représente 50% de nos ventes en supermarché. Nous sommes au rayon bio des supermarchés. Je donne comme ça quelques éléments. Hein. Et peut-être le chiffre d'affaires d'Eticable. Eticable fait 75 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes 165 salariés. Selon les règles de la SCOP, on devient sociétaire de la SCOP après 2 ans de présence. Donc nous sommes environ 140 sociétaires aujourd'hui qui dirigent la SCOP. Nous n'avons pas d'autres actionnaires extérieurs puisque nous avons plutôt des apporteurs sous forme de titres participatifs. J'en ai vu un certain nombre dans cette salle que j'ai croisé, qui sont nos porteurs de titres.
Et quoi dire d'autre? Nous avons donc une action, les 160 salariés sont constitués principalement d'une force de vente constituée de 50 commerciaux répartis dans les départements qui font ce travail au quotidien de vente, mais aussi de persuasion des chefs de rayon des magasins sur du commerce équitable. Et puis une autre chose qui nous caractérise, c'est les agronomes, puisque moi-même je suis agronome et on est dans cette culture on était avant, on travaillait autrefois dans des ONG sur le terrain. Moi j'ai été longtemps en Amérique latine, et donc on porte cette vision d'un commerce équitable proche des coopératives de producteurs. Nous sommes une dizaine d'agronomes, on a une équipe basée en Équateur, au Pérou, une collègue à Madagascar, pour faire ce travail d'accompagnement, des suivis des producteurs, de projets de développement également, puisqu'on consacre 10% de nos bénéfices à des projets auprès des coopératives de producteurs. Vous m'évoquez, Christophe, qu'un des projets que vous avez aujourd'hui est de accroître encore la valeur ajoutée qui est créée sur le terrain, notamment en favorisant le financement d'usines de production de masse. Donc la masse, c'est le premier sous-produit en fait, de la fève de cacao, qui aujourd'hui, tel que le commerce en fait, du cacao ou l'industrie du cacao est montée, est produite dans les pays en fait, de fabrication du chocolat et non pas en fait, dans les produits de production du cacao. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus aussi sur les difficultés que vous rencontrez, les objectifs poursuivis et les difficultés que vous rencontrez dans cette démarche? C'est-à-dire que nous avons, au départ, on achetait du cacao, on faisait fabriquer nos tablettes de chocolat en Italie, dans une usine, et nous avons créé notre propre outil de fabrication, notre propre chocolaterie, dans Gers, à Florence, entre Auch et Agen, où aujourd'hui nous fabriquons du chocolat, effectivement, comme vous le dites, à partir de masse de cacao, donc d'un produit semi-élaboré. Et nous appuyons, parce que les deux projets ont été pensés au départ, avec Norandino, qui a créé son unité de transformation de cacao. Et aujourd'hui, on essaie de développer ce modèle avec un nouveau projet au Guatemala, donc de fabrication de masse de cacao, avec pour objectif de laisser d'une part plus de valeur ajoutée localement, et aussi pour un objectif d'avoir un produit plus facile à transporter, avec moins de poids. Donc ça a aussi un intérêt d'un point de vue de l'empreinte carbone, on va dire, et donc ça laisse plus de valeur ajoutée également aux producteurs. Alors sur la valeur ajoutée, j'aimerais embrayer peut-être sur la question du prix, si vous me permettez. C'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois du prix. Nous, on défend un commerce équitable exigeant, mais un commerce équitable aussi qui rémunère, qui paye un prix significativement plus élevé. Parce que il me semble que c'est une des difficultés dans le cacao aujourd'hui. Les prix du cacao sont trop bas. Ça provoque pauvreté des producteurs, ça provoque déforestation, ça provoque travail des enfants, pollution des sols et des eaux. Et finalement, tous ces dysfonctionnements dans le marché du cacao proviennent effectivement de prix trop bas. En 2017, les cours du marché se sont effondrés. On est passé de 3 000 $ la tonne à environ 2 000. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est resté sur une moyenne d'environ 2 300 $ la tonne, qui est, toutes les études le montrent, trop bas pour permettre un revenu décent aux producteurs. Donc nous, on part de ce constat-là, et le commerce équitable a peut-être un peu de mal à faire face à présenter des prix vraiment rémunérateurs dans le domaine du cacao. Et c'est pourquoi on s'est positionné sur des prix relativement hauts, puisque nos prix sont entre 4 000 et 4 500 $ la tonne, qui permet vraiment, pratiquement au double du prix du marché, qui permet vraiment aux coopératives de payer un prix plus élevé, plus intéressant aux producteurs, mais qui leur permet également de fonctionner, de développer des services et d'être au service des producteurs et de contribuer au développement local comme on l'imagine. Voilà. Donc on milite pour des prix plutôt rémunérateurs et un commerce équitable qui permet d'avoir des produits pas si cher que ça, parce que finalement, on arrive à payer des prix très, très élevés tout en étant quand même raisonnable aux consommateurs, puisque nos tablettes de chocolat sont vendues entre 2,30 € 2,40 € la tablette. Des tablettes de chocolat de pure origine, des tablettes de chocolat de cacao d'une seule vallée, d'une seule région, d'une seule coopérative, puisque les chocolats, les cacaos comme les vins ont leur terroir, et que en plus de faire du commerce équitable et bio, on a aussi amené cette idée de produits nobles, de produits avec des goûts différents. Le cacao de Johnny Madagascar a ses notes d'agrumes, ses notes acidulées délicieuses. Le cacao de Côte d'Ivoire a ses notes fortes, chocolatées, intenses. Le cacao de Norandino dans la zone d'Amazonas qu'on utilise a ses notes de fruits rouges. Et donc c'est aussi ça qui donne de la valeur, cette qualité du travail des paysans et des producteurs, des variétés anciennes,
des terroirs, de l'agroforesterie, c'est-à-dire du mode de production du cacao, du mode de fermentation, qui donne de la valeur à ces produits d'exception et qui permettent aussi de les valoriser à leur juste prix. Et avec un transfert de la valeur qui est réel vers les producteurs, en plus, au-delà même de cette exigence de qualité que vous portez. Merci pour ce témoignage. Peut-être pour un second tour de table ronde, la question de la relation de nos représentants de producteurs avec la CIDI. J'aimerais bien vous interroger en fait sur qu'est-ce que la CIDI apporte, et peut-être en commençant par vous, Assata. Je suis très contente de cette question-là parce que c'est une question que, franchement, la CIDI, en 2007, il y a plus de 5 ans maintenant qu'on a commencé avec la CIDI. Mais avant cela, on avait trouvé le besoin de nous adresser aux banques, les banques nationales qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ne voulaient pas nous prêter parce qu'ils se disent que l'agriculture, c'est quelque chose d'aléatoire et c'est difficile à gérer. Et ça, je ne sais pas comment on pouvait le convaincre parce que c'était vraiment difficile. Et quand on arrivait quand même à le convaincre, ils avaient des exigences de dépôt qui étaient vraiment compliquées pour nous de mettre en place. Quand on a rencontré la CIDI, ils avaient quand même ils demandaient seulement l'organisation de la coopérative, des architectes juste en face et savoir exactement si on était bien organisé. Et très vite, on a commencé avec eux et on arrivait très vite aussi à assurer le revenu des producteurs. On arrivait à payer rapidement les fèves de cacao qu'on envoyait chez nos partenaires. On n'attendait pas que l'exportateur nous paye d'abord parce que ce qui se passe, c'est que le producteur va déposer le cacao chez nous et puis après, nous, on va vendre, on va travailler dessus et puis vendre ça à l'exportateur qui nous paye après. Souvent, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Donc, dès qu'on a reçu la collaboration, ou bien quand on a fait la collaboration avec la CIDI, tout de suite, je dois m'arrêter pour dire merci vraiment à M. Dominique. Depuis ce matin, on ne parle que de lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui était très génial avec la coopérative et qui a facilité cette mise en relation et qui nous a donné quand même assez d'argent, qui nous a fait confiance pour pouvoir nous permettre de nous prêter de l'argent pour pouvoir payer rapidement. Et ça, en fait, l'idée, c'était déjà, dans un premier temps, c'était de prêter comment on appelle ça, de l'argent à la CIDI. Mais très vite, sous la pupille de M. Dominique, on a compris que on ne s'arrête pas seulement que de prêter de l'argent. On nous accompagnait aussi. Il nous accompagnait comment il faut nous organiser la comptabilité chez nous, et comment il faut que on dépense de l'argent. Ils ont travaillé avec nous à mettre en place des tableaux Excel qui a tout de suite révolutionné notre manière de travailler. Et les banques qui ne voulaient pas travailler avec nous, tout de suite, ils ont commencé à nous appeler. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que vous recevez de l'argent à l'extérieur, c'est-à-dire avec la CIDI? Mais pourquoi ne venez pas prendre de l'argent avec nous? Parce que, bon, voilà, on a commencé à être bien organisé et la coopérative a commencé à bien grandir. Grandi par le nombre, par le volume. Et on avait un seul exportateur. Aujourd'hui, comme on a notre fonds, c'est nous qui faisons la loi. Avant, c'est les exportateurs qui nous disaient voilà comment il fallait travailler, à quel moment ils devaient prendre notre cacao et à quel moment ils devaient arrêter avec nous, à quel moment et à quel prix ils vont payer notre cacao. Mais quand on a eu les finances de la CIDI, aujourd'hui, nous travaillons avec 4 grands exportateurs et puis 3 grands chocolatiers du monde. Aujourd'hui, les gens veulent travailler avec nous. Malgré le fait que peut-être vos capacités de négociation ont été un petit peu accrues, même si c'est sans doute des mastodontes avec lesquels vous travaillez, oui, c'est difficile d'avoir une relation équilibrée. Finalement, être un petit peu moins dépendant de leur financement vous permet d'être un petit peu plus... Je vois que vous avez amené d'ailleurs des produits, donc des tablettes de chocolat, également des savons. Donc vous aussi, vous travaillez à la diversification des débouchés pour les producteurs. Et peut-être une dernière chose, vous me disiez, ECAM, c'est quand même 8000 tonnes. Ouais, ECAM, c'est 8000 tonnes. ECAM, Et vous avez un seul financeur alors?
On a un seul financeur, on peut avoir plusieurs financeurs, mais là, en fait, on a commencé à travailler avec la CIDI et il y a aussi d'autres prêteurs qui nous ont appelés parce que grâce à l'organisation que nous avons mis en place, il y a d'autres financeurs qui nous ont appelés extérieurs, mais on n'a pas voulu parce qu'on aime l'esprit de la CIDI, on aime l'esprit solidaire de la CIDI, on aime l'esprit de partage de la CIDI. Et c'est ça que nous cherchons en créant la coopérative. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas à vendre seulement que la fève. Tout à l'heure, vous avez parlé comment on appelle ça, de valeur ajoutée. Quand on vend la fève à nos exportateurs, on ne reçoit que le prix qui est fixé par l'État de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a commencé à faire la transformation. On n'est pas parti sur la fève à faire du chocolat, on est parti sur du savon. Le savon, c'est les résidus. Parce qu'on s'est dit, on sait faire du savon, on ne connaît pas le chocolat, on sait produire du cacao, mais qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut marcher tout de suite dans notre communauté? Et c'est le savon que nous avons commencé avec les pommades aussi à base de cacao. Et qui était très facile et les gens ont très bien apprécié. Et au fur et à mesure, la coopérative et les producteurs ont commencé à avoir confiance. Parce que plus la CIDI, en plus des finances, nous mettait aussi en relation avec d'autres sociétés qui nous accompagnaient, par exemple, sur le marketing, sur la manière de produire, d'aller vers les marchés, par exemple, du savon et du chocolat. Et donc, du coup, on a commencé à avoir confiance en nous. On ne veut plus rester seulement à vendre que les fèves de cacao. On veut transformer, on veut avoir cette valeur ajoutée. Nous aussi, on veut aller